Cette semaine, nous vous proposons l'épisode 180. Dans une certaine zénitude par rapport à l'épisode précédent, vous allez voir, ça va être tout calme, ça va être pas triste, mais calme, simplement calme. Parce qu'il y en a qui se sont inquiétés à un moment donné de savoir si on avait gardé toutes nos billes, si on était encore bien, si on avait encore bien la tête sur les épaules. C'est vrai que l'épisode de la semaine dernière était un petit peu mouvementé. C'est vrai qu'on l'a enregistré un petit peu tard et que on était un petit peu pris par le temps alors qu'on voulait parler de plein de choses. On a parlé entre autres d'Apple. Alors certains nous ont fait la critique, nous ont dit parlait beaucoup d'Apple quand même dans cet épisode. Oui, mais on n'avait plus parlé d'Apple depuis à peu près 10 épisodes, sans déconner. Donc voilà, c'était l'occasion, il y avait une keynote, on en a parlé. La page est maintenant tournée, je pense. Je dois vous présenter nos chroniqueurs du jour pour ce 180e épisode. Ils sont deux, évidemment, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. J'ai nommé Sébastien sans les cheveux d'un côté et Xavier avec les cheveux, parce qu'on n'en a pas d'autres, de l'autre côté. Oui, Xavier. Un mot. On avait dit avec la barbe, pas sans les cheveux. On avait dit ça aussi, oui. Oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ne préciserait plus qu'il était dépourvu de toute capillarité au sommet, mais il a la barbe. Voilà. On va parler de plein de choses, évidemment, dans cet épisode. On espère en tout cas ça va vous intéresser. Je le rappelle, encore une fois, parce que c'est important, les sujets que nous développons ici sont ceux qui ont été choisis par ces deux zigomards, c'est ceux-là, je fais comme ça. C'est eux qui choisissent les sujets en fonction de leurs affinités, du temps qu'ils ont eu également pour préparer cet épisode, de ce dont ils ont envie de vous parler, des choses sur lesquelles ils ont une opinion à partager avec vous. Évidemment, on ne peut pas parler de tout, on ne peut pas parler que des choses que vous avez envie d'entendre, on peut parler aussi d'autres choses, et c'est ça aussi qui fait la diversité des podcasts de manière générale, que ce soit le nôtre ou d'autres, évidemment. Xavier avait un truc encore à rajouter. Et à ce propos, je tiens à remercier les autres chroniqueurs et toi aussi, puisque cette semaine, j'avoue que j'ai été vraiment fort à la bourre question boulot et j'ai reçu pas mal d'aide avec les suggestions de news qu'on s'envoie l'un l'autre, même quand on n'est pas au boulot. Donc on rappelle que quand on n'est pas chacun prévu pour un épisode, on s'envoie quand même malgré tout des suggestions de news l'un à l'autre et c'est parfois pratique puisque ça nous réduit quand même pas mal la charge de travail quand on veut préparer un numéro. De préciser à nos auditeurs qu'en dehors des épisodes, on se parle. Non, normalement, on se parle que quand il y a des fenêtres comme ça, des trucs bleus, sinon, c'est pas se parler. Qui êtes-vous Qui êtes-vous C'est déjà, j'ai des fois du mal à me rappeler le prénom des gens. Je confonds Benoît avec Bruno, des trucs comme ça, donc voilà. Petit jingle, si vous voulez bien. Oui, parce qu'on a ça aussi, voyez-vous. Courrier, ça me fait bien rire, moi. Courrier des auditeurs, parce qu'on en a cette semaine concernant un hors-série que nous vous avions proposé voici bien longtemps, j'ai envie de dire, mais il reste d'actualité malgré tout, Xavier, puisque on va parler de NAS. Ouais. Alors, c'est un appareil qu'on a quasiment tous chez nous, c'était les NAS Synology. Et il y a Fabrice qui est tombé sur le hors-série et qui nous remercie d'abord pour le hors-série. Il nous dit qu'il compte en acheter un. Et il a une petite question concernant la gestion des disques où il me demande si je prends un 4B et que j'ai configuré un RAID 5 sur les 4 disques, est-ce qu'il est possible, sans perdre les données, de passer à un autre RAID, par exemple si j'ai du RAID 5 avec 3 disques ou autre? Alors, la réponse c'est oui, mais non. Donc en gros, il est possible de passer de certains RAID à une autre version de RAID. Par exemple, on va pouvoir passer du RAID 1 à du RAID 5, mais pas l'inverse. On va pouvoir passer du RAID 5 vers le RAID 6, ou bien utiliser par exemple le RAID SHR 1 vers SHR 2, qui est fourni par Synology dans ce cas-ci. Pour en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller voir. Il y a une page de Synology qui reprend pour chaque type de RAID la possibilité de migrer vers quel autre RAID. Et il y a en plus un autre outil qui est très pratique pour ceux qui ne maîtrisent pas bien les différents types de RAID, qui est un calculateur de RAID qui va vous dire, en fonction du nombre de disques que vous avez et du type de disque donc le type de disque, donc 1 Tera, 2 Tera, etc., que vous avez, le volume du disque, vous allez pouvoir savoir exactement
quel espace de stockage utile vous allez avoir. Donc c'est très pratique pour les gens qui veulent savoir ce qu'il en est, et même avec des solutions mixtes, puisque parfois on peut configurer du RAID maintenant avec un disque de 1 Tera, 2 de 3 Tera et un de 6 Tera par exemple, mais il y a de l'espace perdu dans certains cas, et ces calculateurs permettent de savoir quoi exactement. On va mettre le lien évidemment vers ce simulateur qui se trouve sur le site de Synology, qui est dynamique, qui est très facile. Un enfant de 5 ans pourrait s'en servir, hein, très honnêtement. Voilà, et vous ne savez pas faire d'erreur, du coup c'est juste pas possible. Vous dites voilà, je veux ça, et ça calcule tout le bidule. Et dynamiquement, vous pouvez même retirer un disque, hein, et puis voir ce que ça fait et quelle proposition vous fait l'interface. Donc c'est très bien fait. Il faut un peu comprendre quand même ce qui se cache derrière, et pour ça je vous renvoie justement à ce hors-série que nous vous avions proposé il y a quelques temps maintenant, mais qui reste, comme je le disais, toujours d'actualité. Je pense qu'on peut passer à la suite, hein, non ou pas? On avait fait un hors-série sur les différents types de raids, je me rappelle, avec Seb. Donc, un hors-série de l'été, il me semblait. Pas cet été-ci, l'été d'avant. On avait été à la campagne d'ailleurs pour en parler, c'est vous dire. Donc voilà, on a fait le tour de cette question. Comment s'appelle l'auditeur? J'ai pas noté son nom, mais c'était Fabrice. Fabrice, voilà. J'espère qu'on a répondu à ta question. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaye d'y répondre, que ce soit en fonction d'un hors-série passé, d'un épisode précédent, etc., ou même une question qui vous vient comme ça à l'esprit, technologique, hein, s'entend, parce qu'on peut pas répondre à tout non plus. On peut pas. J'imagine déjà le genre de questions qu'on peut. Pourquoi? Parce que. Quelle est la réponse universelle à l'amour, à l'univers et à tout le reste? Et la division par 0. Alors, on passe à la suite. Ça y est, il y en a des gens, ils sont sur le clavier là, ça y est, ça frétille. Ah, comme Apple, ils y retournent, ils recommencent, ils remettent ça. Bah oui, on va encore vous parler un petit peu d'Apple, mais pour tout à fait autre chose, je pense que c'est Xavier qui nous vient avec ce sujet, le code CSS qui fait planter des iPhones, il existe, donc vous pouvez vous venger si vous avez envie. C'est un peu ça l'idée, Xavier, non? Ouais, et c'est même pour faire planter celui qui vaut 1 500 €. Donc, en fait, il y a un chercheur en sécurité qui s'appelle Sabri Adouche, qui a publié un tweet avec une vidéo où il montre un appareil sous iOS se planter suite à l'ouverture d'une page en HTML avec un code notamment basé sur du CSS. Et en fait, l'iPhone crash et puis il redémarre. Alors, l'impact que ça a, c'est quand même... c'est important sans l'être vraiment, puisque en gros il n'y a pas réellement d'autres conséquences que simplement le fait de faire planter l'iPhone. Il n'y a pas de faille de sécurité, dans le sens qu'on va pas pouvoir prendre le contrôle de votre appareil ou dérober des infos. C'est vraiment juste pour le faire planter. Et en gros, c'est une page qui fonctionne sur les versions depuis la iOS 7 jusqu'à l'iOS 12 qui vient de sortir, mais aussi sur certains Mac. Et c'est basé sur le moteur de l'explorateur bien connu d'Apple, qui est le moteur WebKit. Et en fait, c'est simplement 15 lignes de code avec des divs, donc des tags divs qui sont imbriqués dans un effet CSS qui s'appelle le backdrop filter, qui permet de modifier par exemple les couleurs d'un élément. Et c'est ça qui fait planter le smartphone ou l'appareil qui va naviguer sur cette page. Donc c'est un peu ennuyant. Si vous voulez faire une sale blague à un pote, vous lui envoyez un lien, son truc va se planter. Et ça s'arrête là. Oui, il faut vraiment faire un code, éditer une CSS malveillante, entre guillemets. C'est pas le genre de truc pour des raisons esthétiques qu'on va faire. Non, c'est un code qui est généré dans le but de faire planter le truc. C'est du code que vous n'allez jamais générer sur un site que vous voulez mettre en production. C'est uniquement dans le but de faire planter le système. En gros, il y a des lignes imbriquées avec, si j'ai bien lu, je dis ça de mémoire, hein, donc ce sera peut-être pas tout à fait exact, mais je crois qu'il y a 4585 divs imbriqués l'un dans l'autre. Enfin, c'est le truc qu'on retrouvera jamais ailleurs, quoi. Ça me fait penser à une époque quand on n'utilisait pas de CSS, qu'on avait juste des éléments HTML pour faire du design, des gens qui faisaient des portraits complets juste avec les balises tableau.
Je vois que Sébastien enfin tous les deux voient, mais il y avait de véritables artistes, hein, des mecs qui arrivaient à... Et donc ils faisaient des tableaux avec des cellules qui avaient juste la taille d'un pixel, quoi. C'était un peu ça l'idée, et qui te faisaient des trucs monstrueux. Ça faisait des pages super lourdes à charger, avec rien dedans en fait. C'est juste magnifique. Et HTML Art. Oui, c'était ça. Et d'ailleurs, Seb, si je t'ai envoyé un lien, si tu pouvais le regarder après l'enregistrement. Ouais, non, ça va aller. Là, tout de suite, je peux pas, j'ai piscine. Vous aurez compris qu'il y en a un qui a Apple dans ses outils et l'autre pas. Voilà. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce petit hack, entre guillemets, un petit peu malveillant. C'est tout ce qu'on pouvait dire. Bon, il n'y a rien à rajouter. C'est une faille de sécurité qui sera corrigée, mais à mon avis, uniquement sur les nouvelles versions, puisqu'ils vont vouloir quand même écouler et forcer le passage à iOS 12. N'importe quoi. Mauvaise langue, la mauvaise langue. Mais si, c'est toujours comme ça, on le sait bien. Il est mauvais, elle est mauvaise. Allez, on va laisser la parole à Xavier pour parler de brevets. On parle d'Amazon qui dépose un brevet pour ses employés en cage. Et ça, c'est un petit peu particulier. C'est vrai que j'ai vu passer cette news également. Ça pose plein de questions, Xavier. Alors, on sait que les grosses boîtes sortent des multitudes de brevets. Ils ont parfois des idées, ils ne savent pas s'ils vont les exploiter, ils sortent des brevets. Il y a des chercheurs qui ont déterré un brevet d'Amazon qui date de 2016, qui n'a pas été mis en œuvre, mais il est choquant dans le contexte actuel où la manière de traiter les employés d'Amazon fait un petit peu débat, puisqu'en fait, c'est une cage. Donc, c'est réellement une cage qui est à peine assez grande pour que l'employé puisse rentrer dedans et peut-être se tenir debout. Elle est appelée dans le brevet un espace de travail actif. Et en fait, c'est une cage qui a été conçue pour la sécurité des employés, surtout les employés de manutention, c'est-à-dire les employés qui sont dans les entrepôts d'Amazon, etc. Il faut être très clair, il faut absolument arrêter de commander des requins sur Amazon. Vous voyez ce que ça donne. Il faut arrêter, quoi, parce que c'est ou des crocodiles ou des trucs comme ça. Du coup, on est obligé d'avoir des cages pour protéger les employés de la société. Argument bizarre. C'est ça, donc c'est une cage à requins ou une espèce de cage de Faraday avec un digicode au début pour pouvoir bien enfermer l'employé dedans. Mais non, le but, c'est la sécurité des employés. En fait, l'idée, c'est qu'avec toute la robotisation qu'il y a maintenant dans les entrepôts, ils veulent protéger les salariés. Alors, ils ont été critiqués là-dessus, mais il y a plusieurs salariés de l'entreprise, notamment des employés qui sont payés pour défendre l'entreprise sur les réseaux sociaux, qui ont précisé que ce brevet n'a jamais été mis d'application, qu'il y a plein de grosses sociétés qui font des brevets choquants mais qui n'ont jamais été utilisés, et ils ont répondu que la solution qui a été mise en place est beaucoup moins choquante, puisqu'en fait, ils ont mis en place une espèce de veste de sécurité qui analyse l'environnement et qui génère des signaux pour empêcher les appareils de rester en fonctionnement quand ils s'approchent trop près de l'employé. Une camisole de force, quoi. Voilà. Non, c'est mieux, c'est un champ de force. Ouais, c'est un champ de force anti-machine. Voilà, une bulle autour d'eux, c'est magnifique. Ceci dit, c'est vrai que quand on voit fonctionner les usines, il y a des vidéos qui circulent à gauche à droite, ils ont quand même inventer des systèmes, moi je pense à ces robots tout plats qui ressemblent un petit peu à nos aspirateurs domestiques maintenant, les aspirateurs robots, mais un peu plus volumineux, qui vont se glisser sous les racks dans lesquels sont disposés les produits, les soulèvent et vont les déplacer, les mettre ailleurs, etc. Tout ça avec une logique qui est propre à la machine sans doute. Je trouve ça assez impressionnant quand même. C'est vrai que du coup, mettre un humain là-dedans, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ouais, mais donc, pour moi, le brevet a du sens. Le brevet a du sens, c'est juste que dans le contexte actuel, ça a fait un peu débat. Mais je crois que c'est leur directeur opérationnel qui a dit qu'en fait, il ne faut pas oublier que vu le système des brevets américains avec tous les patent trolls et tout ça, même les mauvaises idées, ils les brevettent par principe, parce que pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse, ou voilà, donc il faut remettre ça dans le contexte aussi, effectivement, c'est pas le bon moment. Oui, ça peut déboucher sur un truc comme la pêche au requin, par exemple. Tu vois, mais nous, on avait un brevet là-dessus. On va ça désactive les requins robots.
à distance quand ils sont proches. Sans rire, si un jour peut-être on va acheter des requins sur Amazon ou des trucs dangereux, quoi, genre des crocodiles ou des tigres. On peut déjà acheter du plutonium ou... Par exemple. À ce moment-là, c'est encore plus différent. Ils vont inventer l'aquarium, tu vois. Sur le Darknet. Il y a peut-être de ça aussi. Non, enfin voilà. Des fois, on s'énerve quand tu disais dans le contexte actuel. C'est vrai qu'il y a une espèce de politiquement correct qui plane une fois de plus sur toutes les entreprises et en particulier les principales entreprises tech où forcément il faudrait qu'on soit tout à fait lisse enfin voilà. C'est Seb. Moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est surtout encore une fois, c'est les journalistes, quoi. C'est enfin les journalistes, on va dire les maisons de presse, dans le sens où c'est les journaux qui titrent là-dessus parce qu'ils savent que ça va faire couler de l'encre, que ça va faire du like sur Facebook, parce que c'est des titres putassiers. Enfin voilà. C'est ça qui m'énerve, quoi. C'est le truc. On regarde pas la news, on l'analyse pas, on met juste un titre dessus pour dire regardez, ça va vous choquer, vous vous rendez compte déjà que les employés pissent dans des bouteilles, en plus on les enferme dans des cages. mais le pire dans l'histoire, c'est que quand on lit l'article bien souvent démonte le titre. Exactement. C'est ça qui est terrible. Et donc voilà. À un moment donné, il ne faut pas se laisser prendre uniquement par le titre, parce que c'est ça aussi. Et ça, c'est le problème là maintenant, et par extension des réseaux sociaux, c'est que les gens ne lisent plus. Et donc reste sur le titre et partage juste un titre en disant c'est dégoûtant. Et donc du coup, c'est une fausse information ou une information tronquée ou biaisée qui circule, et ça devient donc une vérité par essence. C'est ça qui est un petit peu problématique également. Je pense qu'on n'a rien à rajouter sur ce sujet-là, hein. On s'est fait plein d'amis chez les journalistes. Et on en connaît quelques-uns quand même. On est à la lettre C, et ça c'est Sébastien qui va nous parler de ça. C'est la mort prochaine d'une marque bien connue, parce que ça arrive. Je vous parle pas de Kodak ou d'IBM, non, je vous parle de Tesla. La mort de Tesla a été annoncée. C'est dingue. Oui, non, mais ce qui est de plus dingue, surtout, c'est que... Oui, c'est ça. Non, mais ce qui est de plus dingue, c'est que la mort de Tesla a été annoncée pour la 17e fois, en fait. Ouais. C'est comme tout... Voilà. Et en l'occurrence, elle a été annoncée pour la 17e fois par la même personne. J'ai nommé le célèbre Robert Lutz, Bob Lutz, dont certains se souviendront peut-être comme étant un ancien directeur de General Motors. Qui, en répondant à des journalistes récemment par rapport au cours de Tesla qui était un petit peu en baisse, et puis en plus il y a une enquête fédérale qui a été ouverte contre Tesla suite à on va dire à la maladresse du tweet où Elon Musk annonçait qu'ils allaient sortir de Tesla des marchés financiers pour la passer en boîte privée. Et bon bref, donc lui il a carrément affirmé aux journalistes, pour là, encore une fois, 17e fois, hein, il n'est pas novice dans ce genre d'annonce, puisque c'est tous les ans, en fait. J'ai l'impression que ça va devenir un marronnier, tu sais, comme les cartables sont lourds à la rentrée, il se met à faire froid en hiver, et Bob Lutz annonce la fin de Tesla. Ça va être les marronniers qui vont revenir régulièrement. Ça va pas arranger les affaires de Mark, j'allais dire de Mark Zuckerberg, je les mélange maintenant, non, d'Elon Musk, on l'a dit il y a 2 semaines, il était une petite déprime quand même ces derniers temps, hein, il balance des trucs comme ça un petit peu à tort à travers. Et moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que clairement, ces gens-là, comme des gens comme Bob Lutz, profitent un petit peu de leur influence et de leur autorité sur le marché. C'est ni plus ni moins que de la manipulation de marché, hein, pour faire simple. Il a toujours des implications fortes avec le marché traditionnel des véhicules, on va dire normaux, avec des moteurs à explosion, avec de l'essence qui brûle, tout ça. Et donc, fatalement, il a des intérêts là-dedans et il n'est pas complètement neutre. Là, pour le coup, c'est une forme de pollution. C'est une forme de pollution, mais de pollution intellectuelle, quoi. Pour ça, c'est comme méthode Coué, c'est à force de le dire, on finit par se convaincre et de convaincre les... Exactement. Ouais. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'il va quand même assez loin dans ses affirmations. Il va quand même jusqu'à dire que Tesla n'a strictement aucun avantage, ni technologique, ni logiciel, ni innovation par rapport à aucun de ses concurrents, et que de toute façon, Mercedes, BMW, Audi vont tous lancer des véhicules électriques qui vont gagner largement le marché par rapport à Tesla. Alors, au passage, il s'appuyait sur l'annonce récente de Audi qui a montré les premiers exemplaires de sa e-tron.
de sa crotte, On e-tron. l'appelle. Oui, parce que le nom, en tout cas, enfin pour le monde francophone, est quand même super mal choisi, quoi, hein. On le dit depuis qu'on connaît le nom, c'est-à-dire depuis plus de 5 ans. Je pense qu'on sait que ça va s'appeler e-tron, donc e-tron en français. E-tron, oui, pourquoi pas, mais franchement, hein. Non, mais voilà. Et là, en plus, le véhicule est clairement décevant en termes de performance. Il sera encore en dessous des véhicules de Tesla. Et donc, il aura une accélération plus faible, une autonomie légèrement plus faible, un poids plus lourd. C'est une familiale, je crois, hein. Et tout ça, C'est une ouais, familiale. c'est un gros SUV, ouais. Oui, Ouais. donc Donc, finalement, c'est un que- calibre. ouais. Mais ceci dit, Mais c'est une surtout, voiture chère, hein, quand même. On est dans les 80 déjà, 000 euros. Ouais. alors, ça, c'est un autre truc, c'est qu'en plus, l'argument de Bob Lutz, c'est de dire les constructeurs classiques vont pouvoir se permettre de vendre ces véhicules électriques à perte, puisqu'ils pourront se rattraper sur les véhicules traditionnels. Ce que Tesla pourra pas faire, évidemment, puisqu'ils n'ont pas de véhicules traditionnels. Mais c'est Ouais. complètement foireux comme argumentation. Ouais, Enfin, l'argument à tient côté de pas. ça, Tesla, ils ont d'autres activités aussi. Et d'un autre côté, Tesla, ils sont en train de faire des économies d'échelle gigantesques sur leur batterie avec leur Gigafactory. Et ça m'étonnerait pas que les constructeurs traditionnels, ils rachètent des batteries à Tesla parce que ça leur coûtera moins cher que de les fabriquer eux-mêmes. Il y a des Donc, chances, bon, oui. Quoique, il y a quand même des réseaux c'est- maintenant. Renault, par exemple, qui loue les batteries, hein, je pense, sur leurs véhicules. Ils commencent à avoir une certaine expertise dans le domaine aussi. Est-ce que ce serait pas là la solution? Je fais une petite digression par rapport au sujet, mais justement par rapport à la voiture électrique. Quand on voit l'idée même de louer des batteries et donc de pouvoir changer de technologie en cours de route, sur base du même véhicule, proposer une batterie peut-être plus performante après une certaine échéance, ça fait partie aussi des démarches que n'a pas eu Tesla pour le coup, hein, jusqu'à présent en tout cas. Donc chacun un petit peu apporte sa pierre à l'édifice, j'ai envie de dire. Alors, je crois pas qu'effectivement il soit possible à l'heure actuelle de louer une batterie de Tesla. Par contre, ils ont déjà fait des remplacements. C'est-à-dire Mhm. que sur les premiers Roadster, par exemple, ils avaient déjà fait une campagne où, moyennant finance, tu pouvais juste faire remplacer ta batterie par une nouvelle technologie, enfin par les toutes dernières générations, ce qui te permettait d'avoir une batterie beaucoup plus performante avec une Mhm. autonomie supérieure. Donc, bon, évidemment, après, ça dépend des modèles économiques de chacun et de voir, enfin, on peut pas comparer une Renault Zoé avec une Model S, quoi. On n'est Non, pas du tout d'accord. dans les mêmes catégories, mais et ni dans les mêmes consommations en termes de puissance et tout ça. Donc, mais là, moi, ce qui me fait hurler de rire, c'est surtout le vieux dinosaure qui résiste et qui s'accroche à son ancien monde, surtout quand on sait que il critique la gestion de Tesla et il leur prédit leur mort. Je rappelle au passage qu'en 2009, celle qui est morte, c'est GM. Oui. General Motors avait déposé le bilan, avait fait Ouais. banqueroute. Ouais. Hein, c'est pas Tesla. Tesla existait déjà à l'époque. Et je rappelle aussi au passage que la société qui avait annulé un projet de véhicule électrique, la EV1, dans les années 90, alors qu'elle fonctionnait très bien, qui avait détruit tous les véhicules, probablement sous pression des lobbies du pétrole, Mhm. c'était GM. Et tous les ingénieurs, enfin la plupart des ingénieurs du projet avaient créé quelle boîte? Tesla, et oui, Oui, le voilà. retour en arrière. Donc voilà, donc c'est un peu comique, moi je trouve, ces annonces gratuites, mais qui en même temps essayent de manipuler le marché. Et Ouais. effectivement, comme tu dis, il doit en faire des cauchemars la nuit, Elon Musk, même si pour le coup, il faut aller voir, on a mis en lien dans le blog post, hein, comme d'habitude, Ouais. toutes les ressources intéressantes. J'ai mis le tweet, enfin le tweet stream du reportage de CNBC avec tous les tweets, avec les mimes derrière Ouais. qui sont hilarants. Et ce tweet stream a été retweeté par Elon Musk lui-même, qui ne manque Ouais. pas d'humour. Donc, Oui, non, bah ça c'est intéressant. évidemment. Mais c'est difficile d'appliquer une ligne de conduite et une ligne de défense par rapport à des attaques aussi régulières dans le temps que c'est là. On finit par se fatiguer de répondre à ces gens-là et de se dire finalement c'est le temps qui va parler, quoi. C'est sur la durée qu'on va avoir des résultats. Et c'est vrai qu'on est sur ce sujet-là et souvent sur des sujets technologiques de pointe ou des nouvelles avancées, etc. On a une période charnière sans doute, où pour beaucoup de gens, quand on leur parle de voiture électrique, c'est Tesla, et c'est donc très cher. Et ça, il va falloir faire évangéliser les gens et faire avancer un peu les idées, et dire finalement, c'est peut-être pas si cher que ça. Ça, ce sont des voitures évidemment, mais c'est des laboratoires aussi, hein, industriels, qui permettent de faire avancer le schmilblick, comme j'ai envie de dire. Hein. Je sais pas si... Et surtout que... Ouais. Surtout que ça a toujours été la stratégie de Tesla d'aboutir à une voiture plus grand public. Ouais. Mais pour ça, il faut faire des économies d'échelle, il faut faire avancer Bien sûr. le progrès. Et donc, c'est justement avec des itérations successives comme ça Oui. qu'on va arriver à des voitures plus abordables.
Et le développement des batteries qui deviennent aussi des batteries domestiques, etc. Et des parcs de batteries pour apporter de l'énergie là où il n'y en a pas. Enfin voilà, tout ça c'est fait pour faire baisser effectivement les coûts et pour avoir un plus gros volume de production. Donc on va y arriver. Il faut une question de temps, c'est tout. Il ne faut pas s'énerver. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier qui est très voiture pour l'instant. Je suis méchant. Donc, est-ce que tu serais prêt à passer à l'électrique moyennant une petite aide financière ou l'aide d'un jugement? Ça fait partie des réflexions que j'ai eues. Oui. J'ai d'abord réfléchi à l'hybride, mais en fait, étant donné que moi je fais beaucoup plus d'autoroutes, d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas un expert en la matière, mais d'après ce que j'ai lu, l'hybride n'est pas du tout avantageuse dans mon cas. Ça s'adresse plus aux personnes qui font de la ville, donc des trajets en ville courts, et pas sur des longues distances. Et dans mon cas, donc ça c'est exclu. Et les véhicules électriques, le problème actuellement pour moi, étant donné que j'ai quand même une fonctionnalité encore pas mal de commercial, etc. dans mon entreprise, je suis beaucoup sur la route et parfois pour des trajets importants, avec parfois plusieurs étapes sur une même journée. Et donc l'autonomie actuelle est quand même un souci, étant donné que les points de recharge ne sont quand même pas encore disponibles partout. Ça demanderait, je dis pas que c'est impossible, mais ça demanderait une organisation qui n'est vraiment pas encore évidente à l'heure actuelle. Les points de recharge, là aussi, c'est un incitant. Hein. Je voyais une illustration sur Twitter, justement, j'aurais dû la prendre, tiens, pour vous la mettre ici. C'est quelqu'un dans une rue parisienne qui avait tiré une rallonge depuis le 4e étage, depuis son appartement, une longue rallonge jusqu'à sa voiture pour faire recharger sa petite voiture, une Zoé, je pense, ou un modèle, en tout cas, urbain. Je pense que l'électrique a plus ses chances, pour l'instant, en tout cas, de se développer au niveau des grandes villes. Hein. Non, c'est l'impression. J'ai regardé aussi pas mal les véhicules au CNG, donc le gaz naturel compressé. Mais là aussi, il y a assez peu de points disponibles, même s'il y en a. Économiquement parlant, là, ce serait par contre très intéressant. Mais il y a encore assez peu de points de distribution et assez peu de modèles. Ouais. Il y a quelques marques qui vont sortir des modèles intéressants, mais il faut attendre encore un ou 2 ans. Bon, évidemment, on dit il y a peu de points de rechargement, et si en plus de ça, ils sont squattés par des gens qui n'ont rien à y faire. Je trouvais cette image juste géniale parce que ça illustrait le point comme quoi Tesla n'avait aucun avantage technologique. Il faut l'expliquer pour ceux qui n'ont pas l'image. Voilà. Donc on voit une Nissan Leaf qui essaye désespérément de se brancher sur une Tesla Supercharger. Évidemment, ça marche pas très bien et ça illustre bien l'avantage technologique que si Tesla a, parce qu'ils ont commencé à déployer un réseau électrique, un réseau de points de recharge rapide qui est de loin un des plus avancés, en tout cas aux États-Unis, par rapport à n'importe quel autre en termes de puissance de charge fois le nombre de points. Et moi, je trouve que c'est justement ça qui est intéressant avec les voitures électriques, c'est que même si une prise domestique est assez faiblarde en termes de puissance, il y en a partout. Je veux dire, on peut se brancher littéralement partout. Alors que n'importe quelle autre source d'énergie, que ce soit du CNG, du GPL ou de l'essence, il vous faut une station, il n'y a pas un moyen. Ceci étant dit, même une prise classique, entre guillemets, il faut des fois se méfier, c'est pas toujours opérationnel, on va dire. On en avait parlé. Il faut que ce soit triphasé. Oui, c'est ça, il faut du triphasé, ou alors il faut un petit boîtier pour adapter le réseau, pour effectivement, sur une prise domestique, tu en as pour 8 heures pour charger ta voiture, hein, tu ne vas pas la charger en 1 heure, hein, soyons clairs, mais ça peut dépanner. Oui, Xavier. Les véhicules CNG ont encore quand même un avantage, c'est qu'ils ont souvent un petit réservoir essence classique d'appoint, et donc qui permet là, de faire le plein n'importe où, même si on n'a pas de... Donc voilà, ça fait partie des solutions que j'aurais privilégiées s'il y avait des modèles qui me plaisent. Après, il y a la voiture à ressort aussi, hein, vous savez, où il faut la remonter, et puis vite se jeter dessus. Et puis, tu recules pendant 2 km pour en faire 10 en avant. Par exemple. Ça pourrait être, tu vois, avec le volant inertiel, là, tu vois, on pourrait relancer cette idée-là peut-être un jour. Je sens que ce sujet, voiture électrique, on n'a pas fini d'en parler, hein, mais ça fait longtemps déjà qu'on en parle, en fait. Ça va faire débat. La lettre G. G comme Google. Alors là, je ne sais pas du tout qui va parler. On va parler de Google qui dit bye-bye aux intox. Alors, c'est au inbox, pardon. Non,
Non, j'ai pas su lire. Donc, Google dit bye-bye à l'application Inbox. Donc, pour rappel, Inbox, c'est quoi? C'est une alternative à Gmail que j'utilise au quotidien et que j'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à apprécier. Mais une fois que je suis passé dessus, et pour de bon, j'ai bien aimé cette interface. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Inbox non plus, c'est une application qui ressemble très fortement à une autre application qui s'appelait Boomerang. Et qui permet, par exemple, de faire de la procrastination, c'est-à-dire on va bénéficier de pas mal d'outils qui vont pouvoir permettre, par exemple, de reporter certaines tâches à plus tard et faire de l'inbox zéro. Donc, c'est-à-dire essayer de n'avoir plus aucun mail dans sa boîte mail, c'est-à-dire qu'on traite rapidement les tâches qu'on a besoin de faire et on reporte à plus tard celles qu'on peut reporter ou qu'on veut reporter. Mais il y a d'autres solutions puisque Inbox permet par exemple d'avoir des propositions de réponse intelligentes. Par exemple, si on vous dit est-ce que tu es d'accord avec telle proposition, vous allez pouvoir répondre facilement c'est d'accord, c'est un exemple. Ça va aussi analyser les trajets de train, par exemple, les réservations d'hôtels, les informations liées à un colis. Donc, par exemple, si je fais une commande sur Amazon, le Inbox va analyser tout le contenu d'un email et va me mettre en un coup d'œil, voilà, votre colis est livré à telle date ou est prévu d'être livré à telle date. Avec des risques d'erreur ou pas parce que des fois, il y a des trucs comme ça fonctionne pas top et ça peut être perturbant. Donc, l'application a été lancée en 2014. Aujourd'hui, honnêtement, je trouve que ça marche très bien. D'accord. Je trouve que ça marche très bien. Peut-être pas encore avec tout, mais les trucs les plus classiques, je suis parfois surpris. Ça marche assez bien et ça interagit aussi avec Google Calendar et tout ça. Alors, ici, donc pour revenir à la news en tant que telle, ils ont décidé de fermer Inbox en mars 2019. Et donc, en mars 2019, ils vont rediriger tout le monde vers Gmail, qui maintenant bénéficie de la plupart des fonctionnalités d'Inbox dans la nouvelle version qu'ils ont déployée il n'y a pas longtemps. Et le but de Gmail, de Google, c'est de se concentrer sur un seul produit, mais sur base des compétences qu'ils ont acquis et des outils qu'ils ont pu tester, puisque c'était vraiment un labo pour eux au sein d'Inbox. Alors la page de support, ils ont également développé une page de support pour les personnes qui voudraient passer de Inbox à Gmail et qui n'auraient peut-être pas connu Gmail. Il y en a peut-être, je ne sais pas. Et ils vont en tout cas arrêter tout support à partir de 2019. Donc, même si l'application ne sera redirigée vers Gmail qu'en mars 2019, dès 2019, il n'y aura plus aucun support pour Inbox. Ce qui est bien dommage finalement pour ceux qui, comme toi, avaient bien pris. Alors, c'est dommage, mais est-ce que je n'ai pas vérifié, si toutes les fonctionnalités sont maintenant incluses dans Gmail, finalement, ça a du sens. Alors que Sébastien vient de se battre avec son micro. Parce qu'il lui a pris. J'ai tripé dans le câble. C'est un tripé dans le câble. C'est un mouvement. Voilà, tout d'un coup, il s'est passé un truc. Je vous explique comme ça, vous comprenez pourquoi il y a eu un petit bruit. Tout petit. Est-ce qu'il y a une alternative à Inbox pour ceux qui, si on ne retrouve pas toutes les fonctionnalités voulues, il y a quelque chose? Alors, il y a des extensions. Il y a des extensions qui fonctionnent sous Chrome qui vont apparemment permettre de faire des choses similaires. Il y a également du code source sous GitHub pour d'autres extensions, mais je rappelle que la plupart des fonctionnalités et d'autres sont apparemment intégrées maintenant dans Gmail. Après, Gmail n'est pas le seul outil pour lire ses emails. Il y a des tas d'autres fournisseurs de services de messagerie. Mais c'est vrai que moi, j'utilise Gmail. Je parlais des erreurs parce que tu vois, quand tu reçois par exemple un mail de confirmation d'une réservation d'hôtel, par exemple par booking.com ou un truc du genre, normalement la notification renseigne aussi tes dates dans ton calendar Gmail. Et par contre, quand tu forwardes un mail, par exemple, tu as réservé pour quelqu'un et que tu lui forwardes le mail, comme ça il a son numéro de check-in, machin, etc., les dates sont pas toujours juste. Moi j'ai eu le cas par exemple où les dates étaient décalées d'un jour par exemple. C'est très perturbant. Pas fait cette mauvaise expérience.
Donc, enfin, ça va, je ne suis pas non plus complètement demeuré, je sais où je vais quand, mais du coup, c'est un peu couillon parce que du coup, tu te retrouves dans ton agenda avec des déplacements qui ne sont pas prévus. Et donc, du coup, si tu te sers bien de tes outils, tu reçois 2 jours avant une alerte, n'oubliez pas de partir à la gare. Tu vois, des trucs comme ça, où donc tout débloque, quoi, en gros. Donc, tout ça, c'est très joli, c'est à ça que je voulais en venir, mais il faut que ça fonctionne. C'est un petit peu le principe. Sébastien, je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter ou une... Non, Non, effectivement. Enfin, moi, Inbox, j'avais jamais vraiment accroché parce que j'étais, à l'époque, il y a quelques années de ça, j'étais passé sur Mailbox, je crois que ça s'appelait, oui, il me qui avait semble. été racheté par Dropbox entre-temps Ouais. et puis abandonné. Et là, depuis 1 an ou 2 maintenant, j'utilise Polymail, pour lequel je paye et j'en suis très content. Mais c'est un client lourd, quoi. Donc, c'est juste dispo sur iPhone, sur macOS, sur Windows, Ouais. tout ce qu'il faut. Et voilà, ça offre à peu près les mêmes fonctionnalités que Inbox, quoi. J'ai l'impression qu'on a de cesse d'essayer de tenter de réinventer l'email, hein, tout le temps. Hein. C'est un peu ça, en fait. Hein, alors qu'il y a d'autres outils maintenant qui Ouais. existent. Et voilà. Mais Je de pense... fait, enfin, utiliser maintenant son mail à l'ancienne, quand on parle des fonctionnalités de procrastination de qu'évoquait Xavier, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, ça fait maintenant 1 an, enfin, même plus, depuis Mailbox, donc depuis 3-4 ans, que je suis en inbox 0 et que tous mes mails que je reçois, que je dois traiter plus tard parce que ça a trait à un rendez-vous, ça a trait à une facture qu'il faut payer à une certaine date, je fais des décalages à des dates précises et ça marche très bien. Et ma boîte mail est vide en permanence. Je ne retournerai plus jamais en arrière. J'y arrive Donc, pas encore. ça modifie vraiment. Ça oui, modifie c'est ça. vraiment votre façon de gérer vos mails, quoi. Ouais, moi, ça va, j'accumule, gentiment. Je sais pas combien il y en a dans la boîte, il y en a plein. Mais bon, je les lis, hein. Enfin, je les Non, ouvre mais en tout cas. c'est une fonctionnalité qui est vraiment très pratique parce qu'il y a des choses que vous savez que vous ne savez pas traiter le jour même, que vous savez que vous allez devoir traiter par exemple mardi prochain, et le fait que ce soit l'application qui vous renvoie le mail comme si c'était un mail qui était envoyé ce jour-là, à traiter ce jour-là, c'est vraiment super pratique. On ne Oui. doit plus rechercher dans tout l'histoire des mails en arrière ou se mettre un rappel, tiens, celui-là, je dois y penser. Il faut s'y mettre. Hein. Il faut parce que c'est pas toujours des outils très intuitifs non plus. Hein. Il faut être clair, il faut se mettre dedans, il faut un peu étudier, passer quand on s'embête un bon dimanche après-midi, là, tu vois, quand il pleut. C'est pas compliqué, mais ça Non, demande de prendre. C'est pas compliqué, mais ça demande ça demande un temps d'adaptation. Il y a une démarche, quoi. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est des nouvelles habitudes à installer, quoi. Oui, exactement. Ok, on passe à la suite. L comme Linus Torvald, le monsieur logiciel libre par excellence, hein, j'ai envie de dire, qui lui aussi, je dis lui aussi parce qu'on a des cas hein, parmi les gens dans les nouvelles technologies qui sont un peu déglingos. Lui, on peut le dire, c'est un vrai déglingos, non Sébastien? Oui. Et en tout cas, il se traîne une réputation depuis pas mal d'années. Donc, on rappelle, Linus Torvalds, c'est ce développeur open source qui a créé, pour ainsi dire, le kernel de Linux, donc la base, le cœur, si on veut, du système je vais y arriver, système d'exploitation Linux. Ouais. Voilà. Donc, c'est le noyau Linux qui est utilisé par toutes les distributions, hein, en gros. Et il a créé ça en 91. Donc, ça fait déjà pratiquement 30 ans qu'il est là-dessus. Et ça fait pratiquement 30 ans qu'il gère le projet d'une main de fer, dans un gant de fer, avec une attitude, on va dire, de gros con. Hein, c'est-à-dire qu'il faut pas... Voilà. Il tourne pas autour du pot, il se fout un petit peu des gens et de leurs sentiments et de leurs émotions et de ce qu'ils ressentent, etc. Et ça fait déjà un paquet d'années qu'il a régulièrement des histoires comme ça, des discussions très houleuses. Alors en plus, qui se font très souvent sur des mailing lists, ce qui est probablement le pire canal de communication pour faire ce genre de choses. Hein. Oui, soyons clairs. Et ça donne lieu à des crises qui sont... Allez, certains qui travaillent depuis longtemps avec lui disent que c'est justifié parce que quand il râle et qu'il insulte les gens, il y a souvent des raisons derrière. N'empêche qu'on n'insulte pas les gens même quand il y a des raisons. Et que ça a souvent eu pour conséquence de faire fuir des contributeurs qui, rappelons-le, sont bien très, très souvent bénévoles, puisqu'on parle de projets open source, et sont absolument indispensables au développement d'un projet collaboratif comme le noyau de Linux. Donc ça fait des années que ça n'a aucune conséquence et qu'il continue juste à répéter les mêmes schémas.
Et là, on a vu apparaître il y a quelques semaines sur la mailing list de Linux, enfin une mailing list du kernel Linux, un long message donc, où au départ il fait que tenir au courant des dernières évolutions dans la dernière version du noyau, et puis après il part dans un long monologue pour dire bon bah écoutez, ça fait plusieurs semaines que j'ai des discussions en privé ou sur les mailing lists avec d'autres personnes qui m'ont fait réaliser qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque, que mon comportement est inacceptable, alors on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, mais tout d'un coup il a une espèce de crise d'introspection. Et résultat des courses, il a annoncé qu'il allait prendre du recul par rapport au projet pendant quelques temps. Non pas parce qu'il est surmené ou quoi au caisse, mais juste parce qu'il a envie de travailler sur lui-même, de prendre le temps nécessaire pour comprendre pourquoi il a ce genre de comportement-là et essayer d'améliorer les choses. Alors l'image, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est une conférence qu'il a donnée dans une université, je crois. Et pour une raison que j'ai pas encore réussi à identifier parce que j'ai pas regardé la conférence en entier, à un moment donné, il fait un gros doigt d'honneur à quelqu'un dans l'audience. Ouais. Donc voilà, c'est ces petites crises de colère là qui se répètent, qui avaient tendance à se répéter. Et là, pour le coup, il a décidé de prendre du recul pour travailler sur lui. Alors c'est très drôle parce que derrière, le travail qu'il envisage, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il ne comprend pas les émotions des autres et pourquoi ils réagissent comme ça. Oui. C'est très bizarre comme approche psychologique parce que toujours, en général, quand on a ce genre d'approche, on se rend bien vite compte que le problème, c'est pas les émotions des autres, c'est les émotions à soi. J'ai l'impression que tu me racontes il va avoir des surprises. J'ai l'impression que tu me racontes un épisode de Silicon Valley. Oui, c'est ça. Où il va prendre son jet pour aller dans un ashram quelque part. Voilà, oui. Je suis quand même impatient de voir les prochaines lubies. Donc on a Elon Musk qui filme un B2 devant une caméra. On a Linus qui fait un gros doigt. Je me demande ce que vont faire. Le gros doigt, il a quelques années déjà. Hein. Le doigt d'honneur, il a quelques années. C'était juste une illustration pour montrer les crises de colère qu'il avait de temps en temps. Ouais. Et là, alors ce qui est très drôle aussi, c'est qu'en plus de son travail sur soi, il prévoit quand même qu'il pense qu'il y aura une partie de la solution, ce sera juste de nouveaux outils et de nouveaux workflows. Oui. Comme par exemple un filtre de mail qui lui empêcherait d'envoyer des mails s'il y a des gros mots dedans. Par exemple. Il est mignon. Oui, bien sûr, c'est ça la solution. Ceci étant dit, il faut peut-être un mec comme ça, un peu caractériel, un peu décalé, entre guillemets, pour tenir des développements tels que ceux de Linux, comme je le disais, du même fer, mais en même temps, peut-on lui en vouloir ? C'est une question qu'on peut se poser. Le fait est que c'est un génie. C'est du même acabit que des Elon Musk, que des Snowden, voilà, c'est un génie. Maintenant, quand on ne sait pas gérer des gens, on fait comme Elon Musk, on file ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut pas, tout en ayant raison, on peut pas juste marcher sur les gens en permanence. Surtout, encore une fois, quand on gère un projet open source avec des contributions basées sur le bénévolat, c'est pas jouable. Ne serait-ce que tout simplement pour la pérennité du projet, c'est pas quelque chose d'envisageable. Donc, je trouve la prise de conscience salutaire. Il a été un frein pour les différents projets qu'il a portés. Oui. Oui, c'est clair qu'il y a un paquet de gens qui ont arrêté de contribuer à cause de ça, ou qui ne s'y sont pas mis parce qu'ils ont eu peur de ce genre de crise. Il y a eu plusieurs histoires comme ça de contributeurs de grandes, qui par ailleurs étaient vraiment de grande valeur et qui ont quitté le projet à cause de ça. Donc c'est un frein inévitable et je pense que c'est une des raisons aussi qui a motivé cette prise de conscience, c'est de se rendre compte que s'il allait comme ça allait pas durer bien longtemps l'histoire. Donc, au passage, pour illustrer à quel point c'est un génie, il y a quelques années de ça, il s'était déjà retiré pour créer un petit outil, un truc qui s'appelle Git. Oui, c'est ça. Que tous les développeurs utilisent parce qu'il en avait marre d'utiliser les solutions qui existaient. Donc voilà, c'est clairement pas la moitié d'un imbécile, mais ça fait pas tout. Ouais, en même temps, ça fait avancer le schmilblick. Hein. Si chaque fois qu'il fait une crise, il nous pond un truc comme ça, à un moment donné, tu vois, c'est peut-être le trait des grands génies, finalement. Hein. Cette espèce d'instabilité émotionnelle. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Allez, hop. Ah, tiens, la lettre N. N comme neutralité. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé de la neutralité du net. Sébastien, je pense. C'est toi qui nous parles de ça. Hein, de nouveau, ce sujet qui revient très régulièrement. Hein, Ouais.
Et là, je trouvais intéressant de faire un follow-up parce que justement, alors si vous voulez retrouver le dernier épisode, on avait dans les épisodes précédents, c'était dans l'épisode 145 des Technos, j'ai retrouvé l'épisode. Et on avait parlé du fait que la FCC, donc la commission américaine qui s'occupe de réglementer un petit peu le marché des télécoms, avait proposé une loi comme quoi elle voulait en gros abroger la règle sur la neutralité du net. Et comme le veut le protocole dans ces cas-là, elle avait proposé une consultation publique, c'est-à-dire que les gens pouvaient laisser des commentaires par rapport à cette proposition sur le site internet. Et il était ressorti de cette consultation un support absolument incroyable pour l'abrogation de cette loi, donc pour l'abrogation de la neutralité du net, tout simplement, alors que tous les sondages disaient que le grand public était massivement contre. Donc ça avait soulevé quelques sourcils, et certains analystes avaient trouvé qu'un paquet de ces commentaires étaient carrément louches, parce qu'ils étaient ils étaient attribués à des personnes qui n'étaient même pas au courant. Donc c'était un petit peu étrange. Ouais. Alors à l'époque, il y avait un juge qui avait trouvé ça tellement étrange un juge de la circonscription de New York, si mes souvenirs sont bons, qui avait demandé à Ajit-Pai et donc à la FCC de révéler, fournir des documents qui prouvaient que ces commentaires n'étaient pas faux. Et à l'époque, la FCC avait tout simplement répondu que, ils avaient subi une attaque DDoS qui avait, sur le système de commentaires, qui avait un petit peu truqué, qui avait un petit peu introduit certains commentaires frauduleux, mais que 2, allez-vous vous faire voir chez les Grecs pour voir si j'y suis. Parce qu'ils n'étaient pas en gros obligés de révéler ces documents, et donc ils ont envoyé le juge se faire cuire à neuf. Et là, il se trouve qu'il y a un juge fédéral maintenant qui a répondu favorablement à la requête d'un journaliste. Yay, on aime les contre-pouvoirs, qui avait intenté un procès contre la FCC en disant non, vous devez fournir ces documents parce que les commentaires ne sont pas légitimes. Or, ils ont été pris en compte dans la décision qui a été prise. Et là, le juge a dit oui, effectivement, vous devez révéler les documents. Et notamment, la question qui était posée, c'était que, en fait, sur le système de commentaires, on pouvait soit soumettre un commentaire sur le site web, soit soumettre les commentaires en uploadant un fichier CSV. C'est-à-dire soumettre une liste de commentaires, oui. Toute une liste de commentaires d'un coup, sans les attribuer forcément de manière très fiable. Et c'est là où on avait vu qu'effectivement, il y avait des noms un peu bizarres qui ressortaient. Et donc maintenant, le journaliste a obtenu du juge que la FCC fournisse les CSV, à condition qu'il les ait encore. Oui, vous voyez arriver le trucage ou pas? Oui, c'est ça. Évidemment, comme de par hasard, les fichiers auront disparu dans l'intervalle. Non, c'est pas ce qu'on en a fait, on a marché dessus. C'est complètement fou. Donc là, maintenant, en plus, le juge a demandé à la FCC et aux journalistes de s'arranger directement entre eux. Donc, clairement, je pense que la FCC va juste rigoler doucement dans son coin, parce que clairement, ça fait des mois qu'ils essaient de cacher ces documents. Donc, visiblement, ils sont pas très nets dans leurs souliers, et donc ils tentent de cacher certaines informations qui seraient assez dommageables pour leur crédibilité. Et c'est quand même assez frustrant, d'autant que pour le coup, le journaliste avait aussi demandé du coup à accéder au log des serveurs pour vérifier quand ces fichiers étaient datés, et ça a été refusé. Et il y avait aussi un échange de mails assez étrange auquel il avait eu accès, mais alors les mails, vous savez, avec les grosses bandes noires pour cacher les noms et les dates. Oui, qui faisait quand même état d'une oui, c'est ça, qui faisait quand même état d'une conversation très étrange entre le support technique de la FCC d'un côté et certains groupes de pression, certains lobbies de l'autre, qui avaient soumis un grand nombre de commentaires favorables à l'abrogation de la neutralité du net. Donc tout ça est pas net, c'est le moins qu'on puisse dire, pun intended, et il va falloir voir maintenant si la FCC se plie aux directives du juge, mais à mon avis ils vont trouver encore un moyen de tourner autour. Et moi j'aime bien la fameuse démocratie américaine qu'ils essayent de vendre partout dans le monde. C'est très inspirant, je trouve. Moi, la question que je me pose toujours dans ce genre de grands conflits, on a déjà eu comme ça des exemples. Marc, un de nos chroniqueurs réguliers également, vient régulièrement avec ses grands procès, ses grandes... Mais on ne connaît jamais l'aboutissement, tu vois ce que je veux dire? Ça se perd dans les limbes à un moment donné, et tout le monde s'en fout, on dirait, à un moment donné. Il n'y a plus personne qui va au bout des choses, au fond des choses. Ouais. Ici, même nous, il faut le reconnaître, mais nous ne faisons, je tiens à le répéter, que de commenter l'actualité que d'autres diffusent. On a l'impression de temps en temps qu'on a parlé d'un truc dans l'épisode 145, 146, et quoi après bon, ici, en l'occurrence, on en parle parce qu'il y a eu un rebond, mais bon, sinon, on n'en parlera déjà plus.
Ouais. Alors là, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que le journaliste qui a gagné ce procès a déjà promis que quand il recevra les documents, si tant est qu'il les reçoive, tout ce qu'il pourra analyser, il le fera de manière ouverte et il republiera les documents qu'il a reçus. Donc pour permettre justement à d'autres de continuer à faire d'autres analyses, etc. Donc lui, il va faire ce qu'il peut. Maintenant, il fera ce qu'il peut avec la merde qu'on va lui envoyer et il y a fort à parier que ce sera effectivement plein de trous, quoi. Encourager les journalistes d'investigation, hein, ce sont des garants de la démocratie aussi, soyons clairs. C'est pas, un journaliste n'est pas l'autre. Il y a ceux qui font comme on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes et dans d'autres sujets, des titres putaclic. Des titres putaclic, et d'autres qui mouillent la chemise et qui vont au fond des choses. Et ce sont ceux-là essentiellement qu'il faut encourager. Je pense que là, on peut pas être beaucoup plus clair. Hein. C'est clair. Comme PayPal. PayPal qui bloque les comptes ASMR. Alors il va falloir expliquer ce que c'est ASMR, Sébastien. Moi je sais ce que c'est, mais voilà, on ne va pas vous expliquer ce que c'est PayPal par contre. Hein. Tout le monde a bien compris que c'était cette espèce de banque en ligne qui permet d'échanger du pognon. Enfin voilà, ça c'est clair. Et donc des gens se sont fait bloquer leur compte PayPal, des gens qui produisent donc ces fameux ASMR. De quoi s'agit-il? Alors, ASMR, pour déjà détailler l'acronyme, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Alors, ça correspond à quoi? C'est en fait une espèce de réaction physiologique quand vous écoutez certains sons, et oui, c'est essentiellement au niveau des sons, même si il y a aussi moyen de faire des choses avec les odeurs et avec le visuel, etc. Les odeurs passent moins bien sur Internet. Que ça se passe. C'est ça. Et en l'occurrence, c'est surtout par le son et l'image. Ouais. Et en gros, c'est une espèce de sensation assez relaxante, des picotements dans la base du crâne. Je peux le faire. Je peux le faire. Voilà. Moi aussi. Alors à partir de maintenant, on va parler de... On fait des trucs comme ça. C'est un succès dingue. Un succès dingue sur YouTube. On gratouille la bonnette du micro. Crotte. Et normalement, ça doit vous faire des trucs. Je sais pas quoi, mais ça doit vous faire des trucs. Mais là, rien qu'en faisant ça, si je comprends bien, on peut se faire bloquer notre compte PayPal. Le résumé. Tu prends un gros risque là, attention. Même si, alors dans les faits, c'est drôle, hein, c'est que des producteurs de contenu ASMR, il y en a de toutes les sortes, et donc c'est souvent des vidéos YouTube dans lesquelles des producteurs de contenu font des... Alors maintenant, ça se passe beaucoup autour des jeux de rôle, par exemple, mais il y a tout un tas de contenus produits autour de ça, et il y a aussi bien des hommes que des femmes, mais bizarrement, il n'y a que des femmes qui ont vu leur compte se faire bloquer. Alors vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'en fait, la raison invoquée par PayPal, sans aucune forme de procès, sans prévenir à l'avance, hein, a juste bloqué des comptes en disant oui, vous violez l'article 2 de nos conditions d'utilisation qui interdit le financement de services à caractère sexuel. Ah Pardon ? Bon ? Depuis quand l'ASMR, c'est un contenu sexuel ? Alors, de fait, c'est un contenu sensoriel. De là à y voir du porno, il faut quand même se lever tôt. Il se trouve qu'il y a certaines chaînes YouTube qui combinent ces sons un petit peu ASMR avec des images plutôt suggestives. Mais ils sont très rares, d'une part, et d'autre part, tous les comptes qui ont été bloqués, il n'y a absolument aucun contenu de la sorte. Oui. Donc c'est vraiment très louche comme raison invoquée, et c'est d'autant plus louche en termes de timing que quasiment dans le même temps, il y a eu quelques discussions assez houleuses que je vous invite à ne pas aller lire parce que c'est vraiment de la fange verbale absolument immonde sur des forums de 8chan. Donc je rappelle, 8chan, c'est ce forum qui regroupe les pires extrémistes qui se sont fait virer de 4chan. Donc c'est vraiment pas des individus fréquentables, on va dire. Ouais. C'est un gros ramassis de misogynes frustrés, on va dire, qui se lâchent dans des commentaires assez véhéments contre ces productrices donc de contenu ASMR, en les traitant de tous les noms, et je vous passe les noms d'oiseaux, et en se partageant le lien pour reporter ces chaînes à PayPal, puisque la plupart de ces productrices de contenu s'étaient déjà fait démonétiser par YouTube, qui n'appréciait pas ça spécialement, et du coup étaient revenus sur Patreon et donc sur PayPal derrière pour essayer de faire un petit peu de business avec ça. Et donc voilà, il y a vraiment une concomitance temporelle assez étrange entre les débats sur 8chan, même si certains ont souligné que certains comptes avaient été bloqués avant
le début de ces discussions sur 8chan. Mais bon, voilà. Donc là, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est d'une part, l'hypocrisie notoire des plateformes qui s'arrogent le droit de décider qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui l'est pas, et du coup de mettre en danger le gagne-pain de certains producteurs. D'autre part, les frustrés sur 8chan, on n'en parle même pas, hein, ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Et alors, la toute-puissance de PayPal qui peut se permettre de bloquer un compte comme ça du jour au lendemain, absolument sans prévenir, sans se justifier. Là, les comptes en question, c'est compte bloqué à vie, interdiction de créer un nouveau compte, et fonds qui sont déjà sur le compte bloqués pendant 6 mois. Enfin, c'est juste sans qu'il y ait une décision absurde de justice ou quoi que ce soit. Quoi. Voilà, exactement. Et du coup, les gens se retrouvent sans gagne-pain du jour au lendemain, avec des fans et une communauté assez large qui continue à contribuer, mais dans un puits sans fond, parce qu'au final, ils ne peuvent pas toucher l'argent. Quoi. Une fois de plus, on en pense de cette ASMR, on en pense ce qu'on veut, on a tendance à se moquer un petit peu, etc. Mais si ça fait du bien à certaines personnes, pourquoi pas qui sommes-nous pour critiquer, hein, soyons clairs. Et il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était très efficace, en plus. Voilà, tant mieux. Mais de là à aller... N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Oui, par exemple. Mais voilà, si ça permet à des gens de tirer du pognon, d'en vivre, etc., pourquoi pas. Je suis un peu jaloux. On devrait faire tout un épisode en ASMR. C'est pour se rebloquer son compte PayPal, sans doute. Mais voilà, donc YouTube ne les a pas bloqués, ces comptes. Ils auraient pu, si ça avait été de la pornographie, parce que l'argument pornographie est quand même fort, c'est lourd. Voilà, donc c'est parce que en plus ça entache la réputation des gens aussi. Hein, soyons clairs. Non, tout à fait. Alors au passage, depuis PayPal a débloqué certains de ses comptes parce qu'effectivement ils avaient du mal à justifier et puis ils ont pris un peu un backlash dans la presse. Moi, ce qui me fait halluciner là-dedans, c'est surtout que certaines des productrices de contenu, au final, elles ont vu augmenter leur nombre d'abonnés, puisqu'on en a parlé dans la presse. Donc, merci 8chan pour la petite pub sympa, gratuite et planquée. C'est sympa. Et moi, pour moi, c'est encore une fois, vous allez me dire que je reviens avec ma vieille marotte, mais ça illustre encore une fois les limites de la centralisation de ce genre de système. Oui. Moi, j'aimerais bien que, encore une fois, des producteurs de contenu puissent se financer et avoir un lien direct avec leur communauté, sans passer par Patreon, PayPal et autres joyeusetés dans ce genre. Je tiens à rappeler que ce monsieur milite pour la chaîne de blocs, la blockchain, pas que les crypto-monnaies, la chaîne de blocs de manière générique, et qu'il a son podcast à lui. Si je puis dire. Voilà. Et si je puis me permettre même un petit... C'est terrible. Et si je puis, effectivement... Et si je puis me permettre un petit plug aussi, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un système de smart contract pour faire un Patreon décentralisé. Ah, pas mal. C'est pour ça aussi que ça me touche particulièrement parce qu'il y avait eu des histoires avec Patreon il n'y a pas longtemps où leur système de paiement avait passé pas mal de transactions en mode frauduleux. Et là, maintenant, ce truc-là rajoute encore une goutte d'eau sur le gâteau qui fait déborder le vase. Quoi. Je propose. Ce sera pour financer des sites porno en ASMR. Mais moi, je m'en fous. Moi, les gens, ils financent ce qu'ils veulent. Je propose que nous l'inaugurions ensemble. Bon, ben voilà, on a fait le tour de cette question, mais moi, c'est toujours ça qui m'agace aussi un petit peu. Enfin, en même temps, c'est le web qui est fait ainsi. Ce sont ces gens qui ont la parole facile, qui se permettent de commenter tout n'importe quoi et des fois de manière assez ordurière à l'adresse de youtubeuses de manière générale. D'où ça sort? Comment est-ce possible de fonctionner d'une telle manière? Parce qu'il n'y a pas que les jeunes personnes qui font les ASMR qui se font flinguer sur ce type de forum, la moindre fille, jeune femme qui fait une chaîne YouTube se fait automatiquement incendier et c'est insupportable, quoi, soyons clairs. Ouais. Et surtout que quand on regarde les contenus, enfin le contenu, la nature des conversations, on se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec le ASMR ou autre chose. Leur objectif, c'est de détruire des femmes. Ouais, tout à fait. Et ils s'amusent aujourd'hui, quand leurs comptes ont été bloqués, ils s'amusent du fait qu'elles ont perdu leur gagne-pain et qu'elles sont un peu en mode panique. Bah oui. Et moi, je pense que ces gens ont de toutes petites bistouquettes, mais c'est mon avis. Je pense que c'est ça. S comme smartphone. Ah tiens, on va parler de smartphone dans ce podcast. Ça, c'est nouveau.
Genre, on va encore On se n'a jamais faire fait ça. on va encore se faire allumer, on va dire des trucs sur les smartphones. Google a activé une fonctionnalité sans notre consentement. C'est Xavier qui nous parle de ça, hein, je pense. Et comme quoi, je ne tape pas que sur Apple. Non, bien sûr. Ici, c'est les utilisateurs d'Android avec la dernière version, donc Android Pie 9, avec Google qui a admis sur Reddit avoir activé à distance et sans le consentement des utilisateurs l'économiseur de batterie. Donc ce serait une erreur de développeur sur un test en interne. Et pour rappel, l'économiseur de batterie, c'est un peu ennuyant puisque s'il l'active à distance, ça va enlever le téléchargement de mise à jour des applications, ça peut retarder l'envoi de notifications, ça peut désactiver des fonctionnalités de géolocalisation d'un appareil, dans le but normalement de conserver un maximum d'énergie de la batterie quand il lui reste plus que quelques pourcents, en général 10-15% d'autonomie. Donc, alors, ça a été vite corrigé, mais il y a des craintes qui ont été soulevées sur notamment le respect de la vie privée et la possibilité par ces grandes sociétés de pouvoir modifier des réglages à distance et sans le consentement des utilisateurs. Alors, je rebondis sur cette news parce que bon, voilà, on peut pas en dire beaucoup plus. C'est bizarre, mais voilà, sans plus, il y a rien à rajouter. Enfin, je sais pas, Sébastien, si tu avais un truc à rajouter ou. Je rappelle juste qu'il y a certaines firmes à la pomme qui se sont pris des procès class action pour moins que ça. Hein. Il me semble, mais bon, non, on va pas aller sur ce terrain-là parce qu'on n'a pas fini. Les utilisateurs des iPhones, ils ont les moyens de faire des procès. Oui. Je tiens juste à vous rappeler que j'ai autre chose à foutre de ma vie que de répondre à des commentaires sur YouTube. Hein. Donc on va se calmer un tout petit peu. Non, ce que je voulais dire. On a un fanboy Apple d'un côté, on a plutôt un fan d'Android de l'autre. Je vais juste faire rebondir sur une autre news sur laquelle je pense que personne n'a parlé jusqu'à présent. C'est qu'il y a un contrat qui s'est signé entre Google et des marques de bagnoles, dont Nissan, je pense, pour intégrer Android dans les voitures, donc en tant qu'ordinateur embarqué, on disait ça avant. Voilà, c'est pas la première. C'est pas la première, mais là, c'était titré dans différents organes de presse, voilà, un gros contrat sur plusieurs années, etc. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que Google peut ralentir ma voiture à distance, à un moment donné. Elle va augmenter l'autonomie de ta voiture à distance en empêchant, par exemple, ou alors, oui, c'est ça. Ou alors 30 km/h maximum, s'il vous plaît. Non, ça c'est les chefs de la mobilité de ma commune qui a décidé. Mais au passage. Oui. Au passage, c'est déjà quelque chose que Tesla a fait à de nombreuses reprises, sur demande des clients en général. Il y a eu une histoire avec dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand un client avait dit qu'il lui manquait de l'autonomie pour sortir d'une zone de danger avec une tornade ou je sais pas quoi, et du coup il lui avait changé les réglages de la voiture à distance pour qu'il puisse faire plus de chemin avec. Oui. Mais donc de toute façon ils peuvent tous le faire. Après c'est est-ce qu'ils le font et dans quelles conditions? Il y a une réserve sur Tesla, apparemment, en fonction du tarif que l'on paye, peut-être. Vous avez plus d'autonomie. Et c'est vrai que ça avait sauvé, entre guillemets, la peau de 2-3 personnes qui échappaient, effectivement, je ne sais plus, d'une tornade ou autre, il y a à peu près un an de cela. Xavier? Je m'écarte du sujet, mais tant qu'on parle des voitures, il y a une autre news qui est parue il n'y a pas longtemps, comme quoi les Pays-Bas veulent imposer un examen de conduite aux véhicules autonomes, donc ils devront passer un permis pour prouver qu'ils savent conduire tout seuls. Ça s'appelle une certification. Oui, c'est ça. Pour du matériel, ça s'appelle une certification, c'est tout. C'est un test Euro NCAP. Ce sera un permis de conduire S pour software. Pour software, oui. Donc ils vont faire passer des examens au software. C'est ça. Encore une fois, ça s'appelle une certification. Encore une fois, c'est des titres putaclic pour faire réagir les gens en disant « Oh, c'est ridicule ». Mais oui, mais non, on a toujours fait ça. Oui, c'est ça. Mais là, peut-être que effectivement, l'autorité en question l'a présenté comme un permis de conduire. Voilà. Oui, et du coup, les gens s'imaginent un inspecteur tout seul dans une voiture autonome en train de dire « Ah non, je suis désolé, monsieur, vous n'avez pas passé. Hein, ça passe pas, on ne peut pas faire ça. » Il fallait que ce soit le français dans l'équipe qui fasse l'accent bruxellois. Je tiens à le préciser au passage. Non, mais c'est vrai. Effectivement, j'imagine l'inspecteur à l'arrière avec son petit carnet, avec sa petite tablette. Prenez à droite au carrefour, s'il vous plaît.
Ah, Ouais, Vous avez j'imagine écrasé surtout le 3 gars qui cyclistes, va vous avez droit qu'à tester- 2, c'est pas possible. J'imagine surtout le gars qui va tester 36 voitures du même modèle avec la même version logicielle en se disant, mais il a encore réussi là. Oui, c'est ça. C'est juste idiot. Mais bon, ceci étant dit, voilà, une fois de plus, un titre, on peut en dénoncer beaucoup comme ça, des titres, hein, soyons clairs. Prenons de la hauteur, si vous le voulez bien, avec la lettre S, pour parler de SpaceX, la marotte de Sébastien, mais pas que, hein, on s'intéresse tous un petit peu à ça. SpaceX qui annonce une mission lunaire et qui a donc dévoilé le nom du passager, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors ça, pour moi, c'était vraiment la news de la semaine. Ça s'est produit dans la nuit de lundi à mardi, donc le 17 septembre. Elon Musk avait convié les journalistes pour une conférence de presse dans une usine de SpaceX et pour en fait annoncer effectivement le nom du premier passager vers une mission lunaire. Donc on ne savait pas exactement où ils allaient aller avec ça. Et là, ce qu'ils ont présenté, c'est ni plus ni moins qu'une mise à jour de leur concept de BFR. Donc BFR, ça veut dire Big Falcon Rocket. C'est plus ou moins la prochaine version de la fusée SpaceX dont l'objectif est de pouvoir aller jusqu'à Mars. Et là, ils veulent faire une mission lunaire, en une espèce de milestone avant Mars. Y emmener des passagers. Alors tout le monde se posait les questions sur qui serait intéressé pour faire ce genre de voyage. Ils avaient déjà parlé il y a quelques années de ça, d'une mission qui emmènerait 3 personnes, et puis finalement ça c'était un petit peu tombé à l'eau. Et là pour le coup la surprise c'est qu'on a une personne et elle est identifiée, et c'est un milliardaire japonais pour le coup. Alors pour le coup on ne me voit plus parce que je n'ai plus de batterie dans mon projecteur, désolé, la lumière s'est éteinte. Apple a activé ton économiseur de batterie. Ça, c'est quand C'est très étrange. Il s'éclaire avec un smartphone sous Android. Mais c'est Non, pas mais grave. c'est un projecteur à batterie. Donc, on t'entend, voilà. donc c'est l'essentiel. C'est pour illustrer, c'est l'ambiance tamisée pour parler de l'espace. L'espace, la dernière frontière. Ta, 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 ta. Et donc, en fait, ils ont annoncé d'abord une mise à jour de la BFR, donc cette fameuse fusée dont l'objectif est d'emmener jusqu'à 100 personnes jusqu'à Mars. Donc c'est déjà de la bonne grosse fusée. Là, pour le coup, elle est passée à 118 mètres de hauteur, donc on est au-delà de la Saturn V qui a emmené les missions Apollo. Ouais. On est sur du 9 mètres de diamètre, donc c'est déjà de la bonne grosse fusée. Hein. Et avec un payload non négligeable. Alors, on n'a pas eu beaucoup de détails non plus sur les détails techniques, puisque là, normalement, il doit faire une conférence, enfin, il doit faire une annonce au prochain congrès international d'astronautique qui se tiendra à Brême début octobre. Donc là, on devrait avoir plus d'infos techniques sur la mission. Mais par contre, on a le nom donc, de ce passager qui s'appelle, je retrouve dans mes notes, Yusaku Maezawa, qui est un milliardaire japonais, designer de mode, philanthrope, collectionneur d'art, enfin il a plein de cordes à son arc, le pépère, et visiblement il a acheté tous les sièges à lui tout seul. Voilà, et il va partir avec des artistes, j'ai entendu. C'est ça. Donc il a acheté tous les sièges et il invite gratuitement du coup 8 artistes à le rejoindre, puisque son objectif, et ça je trouve ça absolument magnifique, c'est de transformer cette mission en un projet artistique, avec comme objectif de se dire on va prendre 8 artistes de domaines différents, d'arts différents, et avec l'inspiration qu'ils vont tirer de ce voyage, les inviter à produire du contenu après, qui sera mis à disposition du grand public pour susciter des vocations, inspirer, faire rêver, etc. Et je trouve ça génial parce que j'ai souvent, je suis beaucoup de chaînes liées à l'espace, y compris de certains sceptiques qui disent que, en gros, à moins d'avoir le même genre de financement qu'on pouvait avoir pendant la guerre froide, c'est-à-dire grâce à une guerre idéologique, c'était pas possible. Et là, on a un milliardaire tout seul qui a allongé. Alors, on ne sait pas combien, parce que ça, c'était l'obsession des journalistes. Je crois qu'ils ont posé la question à peu près 4 fois dans la séance de Q&A. Mais aucun n'a voulu révéler le prix qu'il avait payé pour le billet. C'est probablement quelques centaines de millions, voire plus d'1 milliard de dollars. Donc, on ne sait pas exactement. Mais il a payé cher pour ça et pour en plus en faire bénéficier d'autres, ce que je trouve absolument génial. Alors, au passage, en plus des 8 artistes et de Maezawa, pardon, il y aura probablement, on s'en doute, au moins un pilote et 1 ou 2 ingénieurs. Et peut-être même Elon Musk lui-même qui n'a pas exclu la possibilité de participer directement à la mission parce que je trouve que le projet est assez en accord avec sa vision des choses et ce sera intéressant de voir ce qui se passe. Alors,
si le projet vous intéresse, vous voulez en savoir plus, ils ont créé toute une initiative autour de ça qui s'appelle Dear Moon. Vous pouvez aller voir sur le site dearmoon.earth. On a mis le lien évidemment dans le blog. Et là, vous avez tous les détails de la mission, ce qu'ils veulent en faire, comment ça va se passer, le profil de la mission, etc. Et voilà. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Mais c'est bien. Je trouve que heureusement c'est une grosse fusée parce qu'ils vont emmener 8 artistes, dont un sculpteur sur marbre qui part avec ses outils. Et donc il va falloir quand même un peu de puissance au démarrage, si vous voulez. Pour revenir, ça va aller, mais pour y aller, il va falloir un petit peu de boost. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est un projet génial. Une fois de plus, ça me fait encore plus rêver, entre guillemets, que la Tesla envoyée dans l'espace. Voilà, s'ils y arrivent, parce que c'est pas pour demain. Hein, ils n'ont pas fixé de date, en fait. Hein. Alors, ils ont donné une date. Enfin, il y a des objectifs, mais ils sont... voilà. La date qui a été donnée, qui a été fournie, c'est 2023, donc dans 5 ans. Et alors, il y a fort à parier qu'il y aura des décalages, mais au passage, il a quand même commencé sa conférence de presse, Elon Musk, en rappelant l'historique un petit peu de SpaceX, et en expliquant qu'il y a 10 ans de ça, ils étaient péniblement en train d'essayer d'envoyer la Falcon 1 en orbite. Et en 10 ans, ils ont envoyé la Falcon 1, puis la Falcon 9 60 fois, dont 30 atterrissages réussis pour le premier étage, avec des réutilisations. Et la prochaine mission, c'est, le prochain gros objectif, c'est pour début 2019. C'est une mission habitée jusqu'à l'ISS. Donc, en 10 ans, ils ont fait un paquet de chemin. Il y a fort à parier que ils arriveront à en faire encore un paquet. Et en plus, c'est une mission qui rentre dans les clous des objectifs de la NASA, donc qui pourrait aussi avoir des financements de ce côté-là. Juste une parenthèse, enfin même peut-être plus qu'une parenthèse, on va sortir un petit peu du sujet parce qu'on avait déjà parlé d'espace, pas la semaine passée, mais la semaine d'avant, justement avec Xavier, par rapport à cet ascenseur spatial, ce câble que l'on tire. On a eu des réponses, des commentaires, voilà, qui se barre l'autre. Il s'est barré, voilà, c'est comme ça, il nous laisse seul. Ça peut arriver. Ceci étant dit, il va aller chercher, je sais pas, une bougie ou un truc comme ça. Juste au moment où je lui posais une question, mais c'est pas grave, il peut y répondre. Bah oui, c'est con. Par contre, on a eu des questions de gens qui nous demandaient par rapport à cet ascenseur. Mais comment est-ce que ça va tenir ce câble Alors, il y a ça, il y a deux choses. Il y a deux aspects. Un, d'abord, comment ce câble va tenir comme ça, tout tendu vers l'espace. On a eu une explication. C'est apparemment sur satellite qui va tenir le câble. Non, mais apparemment il y a une explication sur Wikipédia. Apparemment c'est la force inertielle qui récupère entre guillemets le poids du câble et qui lui permet de rester tendu. Bon, je demande à voir quand même parce que c'est pas un yo-yo quoi. Je veux dire c'est quand même un petit peu plus gros quoi. Ça c'est un premier aspect. Et alors dans la news que tu nous avais donnée Xavier, il était question de rejoindre l'ISS, mais l'ISS n'est pas sur une orbite géostationnaire. Donc comment on fait? Il faut l'attraper au vol. C'est comme la floche en fait au manège. Attention, tu vas attraper l'ascenseur. Hop là, j'ai raté. Prochain tour dans 20 minutes. Et comment ça se Sébastien qui s'intéresse à ces choses-là, as-tu une réponse à nous donner? Alors honnêtement, sur le côté utiliser l'ascenseur pour rejoindre l'ISS, je vois vraiment pas l'intérêt, effectivement, sauf à faire ce que tu dis, à faire de attraper le pompon. C'est quasiment impossible. Et en l'occurrence, le câble, pour qu'il tienne, il faut qu'effectivement, il soit tenu, entre guillemets, par une force stable sur un point, parce qu'il ne va pas se balader au sol, ni faire le tour de la Terre. Enfin, on ne va pas faire un câble qui entoure. Non, c'est pas possible. Non. Donc, je vois absolument pas l'intérêt du truc. Et moi, j'en avais entendu parler de cet ascenseur principalement comme un véhicule pour rejoindre une orbite géostationnaire ou des choses comme ça. Mais pour l'ISS, je vois vraiment pas comment c'est possible. Un truc complètement dingue. Ce qui est dingue aussi, c'est des fois, il nous arrive des choses avec notre système informatique. C'est que nos chroniqueurs sont des fois frisés. Alors, c'est pas le cas de Sébastien. Vous l'avez vu, lui, il a perdu la lumière. Par contre, Xavier, lui, il est bien bloqué. Je sais pas s'il nous entend encore. Xavier, es-tu avec nous ? Xavier n'est plus avec nous, ce qui est assez étrange. Donc, et fort gênant par la même occasion, parce que c'est normalement lui qui devait conclure cet épisode 180, donc on va patienter un petit peu. On enregistre ça dans les conditions du direct, donc je ne sais pas où est passé Xavier, et à quel moment exactement nous l'avons perdu. Ça, c'est
question que je me pose. Juste tant qu'on y est, je vais juste rajouter quand même un truc par rapport à la BFR. Donc pour l'instant, ça représente à peu près 5% des ressources de SpaceX. Donc ils ne sont pas focalisés là-dessus à plein, pour la bonne et simple raison que le prochain gros contrat qu'ils ont à honorer, c'est d'acheminer des astronautes américains jusqu'à l'ISS avec leur capsule Crew Dragon. Et là, l'objectif, c'est d'avoir une mission de test qui décolle fin d'année, je crois, non habitée, et ensuite une mission habitée, la première mission habitée début 2019. Et l'objectif, c'est qu'une fois que ça sera fait, et une fois qu'ils auront abouti à cette milestone-là, ils vont commencer tout doucement à rediriger certaines des ressources pour le Crew Dragon vers la BFR, et donc à faire avancer cette mission qui est quand même assez ambitieuse, parce qu'effectivement, en 5 ans, ils ne vont pas attendre d'envoyer notre japonais en orbite autour de la Lune tout de suite. Ils vont d'abord faire quelques missions d'essai, quelques voyages non habités pour tester les différents éléments du lanceur. Et donc ouais, affaire à suivre, c'est vraiment super intéressant ce qu'ils vont faire. Et encore une fois, c'est super ambitieux. C'est comme SpaceX l'a fait, et a annoncé plein de choses, et puis des fois a eu des retards, notamment sur la Falcon Heavy par exemple. Mais pour autant, ils le font. Et il nous faut... Pour moi, ce type, encore une fois, est un génie, et il nous en faut plus des comme lui. Il faut des gens qui ont de l'ambition, il faut des gens qui annoncent des trucs comme ça, parce que comme tu disais, ça suscite l'imagination, ça fait rêver, et il faut ça pour... il fut une époque où il y avait des gens comme Jules Verne, il y avait tu vois, des écrivains, ça peut être aussi des entrepreneurs, des fois, qui s'y mettent. On n'a toujours pas récupéré... Xavier, il est toujours bloqué, et je pense qu'il a perdu sa connexion internet, parce qu'il ne réagit pas non plus par d'autres voies, donc je ne sais pas si on va le récupérer encore cette semaine. Je lui ai dit d'ouvrir sa fenêtre pour les pigeons en cas de secours. C'est ça. Qui nous envoie il y a pas, donc c'est pas très très grave, mais comme je ne maîtrise pas le sujet qu'il avait prévu, c'était un oui mais non. On va le garder en réserve pour une prochaine fois, à mon avis. On va faire ça comme ça, Sébastien. Je pense que on peut pas pouvoir faire autrement. Pas attendre 2 heures non plus. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a passé tous un bon moment, une fois de plus, avec ce 180e épisode des Technos. Je sais pas quand on se voit, Sébastien, quelle est ta prochaine Normalement dans 2 semaines. Dans 2 semaines, donc je pense qu'on aura dégelé Xavier d'ici là, en tout cas je l'espère. Donc voilà, manifestement il n'y a plus de connexion internet. Ce sont des choses qui peuvent arriver, il valait mieux que ça arrive maintenant qu'au début, comme on dit dans ces cas-là. Donc merci de nous avoir suivis. On salue Xavier, je suis sûr qu'il vous salue aussi. On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine par exemple, pour le 181e épisode des Technos. Passez une très très bonne semaine, n'hésitez pas, les pouces vers le haut, les abonnements, etc. sur YouTube, sur les podcasts, sur les réseaux de podcasts. Ça fait toujours plaisir. Également, c'est notre petite récompense à nous. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, on l'a déjà dit, mais on le répète régulièrement. Donc voilà, je cherche mon bouton pour clôturer cet épisode, le voici. À très bientôt, au revoir.